Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet sur lequel on bosse depuis, enfin, qui est un peu l'aboutissement de pas mal de réflexions, mais on a commencé vraiment à bosser dessus depuis un peu plus de 6 mois, donc Tournesol. Donc, ouais, je vais être ambitieux comme toujours dans mes présentations. Je vais prétendre que Tournesol est un projet extrêmement important pour le futur de l'humanité parce qu'il adresse un problème extrêmement important qui est extrêmement difficile et donc j'espère qu'avec Tournesol on avance dans ce projet. Donc je me présente aussi peut-être vite fait. Donc je suis communicateur et chercheur en informatique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne et sur YouTube sur ma chaîne Science for All et membre d'Altruisme Efficace France et Lausanne et Genève. Voilà, donc le problème qu'on cherche à résoudre, c'est vraiment le problème parfois on parle de l'éthique des algorithmes ou AI safety ou la sécurité des IA. De façon même plus générale, en fait, c'est vraiment le problème de l'éthique de l'information. Comment est-ce que l'information doit transiter à travers Internet? Quel message doit être promu? Quel message doit être modéré? Et si on y réfléchit, c'est quelque chose qui a énormément d'impact, c'est quelque chose qui arrive en très très grande quantité. Donc à chaque fois que quelqu'un fait une recherche sur Google, sur YouTube, sur DuckDuckGo, sur n'importe quel moteur, mais également à chaque fois qu'on voit des recommandations de différents contenus, il y a ceux sur Facebook, sur le newsfeed de Facebook, sur Twitter, sur toutes les applications. Il y a un dilemme qui se pose sur qu'est-ce qui va être recommandé, qu'est-ce qui va être dit d'une certaine manière par l'algorithme. Donc, quand vous allez sur YouTube, quand beaucoup de gens vont sur YouTube et qui cherchent, par exemple, la vaccination tue, bah, YouTube doit répondre. Enfin, l'utilisateur attend de YouTube que YouTube réponde. Et répondre, ça veut dire quoi? Ça veut dire proposer une vidéo en premier, proposer une vidéo en second, proposer une vidéo en troisième. Et donc ça, c'est le genre de choses qui arrivent des milliards de fois par jour. La plupart du temps, c'est pas un dilemme éthique énorme, mais ça reste un petit dilemme éthique. Et le truc, c'est qu'il y en a des milliards. Et parfois, et malheureusement, j'ai l'impression de plus en plus, c'est des questions qui sont vraiment des questions de vie ou de mort. Donc quand quelqu'un cherche, par exemple, la vaccination tue, bah, c'est une question de vie ou de mort finalement pour la personne qui fait cette recherche, mais également pour tout son entourage immédiat, par exemple si c'est un parent qui réfléchit à ses enfants, mais aussi au niveau de l'échelle, à l'échelle de toute la société, puisque la vaccination des uns affecte la sécurité des autres à cause de la contagiosité des différentes maladies, mais également sur d'autres sujets comme des sujets politiques, par exemple. On en a des exemples assez violents récemment, et aussi sur le changement climatique, sur toutes sortes de sujets, les inégalités sociales, le racisme et tout ça. Il y a vraiment des questions qui sont à l'enjeu de la société. Et ça, je pense que c'est important de le reconnaître parce que je pense qu'on a tendance instinctivement, en tout cas moi j'ai longtemps eu cet instinct lorsqu'on parle de YouTube, de réfléchir à ma relation en tant qu'utilisateur à YouTube. Et du coup, on a tendance à beaucoup se centraliser, il y a beaucoup de discussions qui se concentrent sur la relation entre YouTube et son utilisateur. Sauf qu'il y a en fait un autre partie prenante dans cette histoire qui est la société, parce que les recommandations faites à un individu affectent pas seulement l'individu et YouTube. Et, bon, il y a déjà les annonceurs, les créateurs de contenu, mais il y a pas juste ça, il y a aussi toute la société qui est affectée par finalement la manière dont l'information est recommandée, diffusée à travers toutes ces plateformes. Donc, quelques chiffres pour donner une idée de l'ampleur du phénomène. YouTube, c'est 1 milliard d'heures de vues par jour pour 2 milliards d'utilisateurs. Donc, en moyenne, 30 minutes pour 2 milliards d'utilisateurs pour une énorme fraction de la population mondiale. Et l'algorithme de recommandation a un rôle extrêmement important puisque 2 vues sur 3 sont le résultat de recommandations de l'algorithme. Donc, si l'algorithme tout à coup se mettait à recommander 2 fois plus mes vidéos, bah, tout à coup, je ferai 70% de vues en plus immédiatement comme ça. Et s'il recommandait 10 fois plus mes vidéos, bah, ça serait beaucoup, beaucoup plus de vues que mes vidéos feraient. Et donc, juste avec cet algorithme de recommandation, on peut complètement changer ce qui prend de l'importance dans la société et ce à quoi les gens pensent. Donc là, je parle de YouTube, mais les réseaux sociaux, de façon générale,
Aujourd'hui, ça représente 144 minutes pour la plupart des... Je crois que c'était aux États-Unis en moyenne. 144 minutes par jour, donc plus de 2h30 par jour d'attention. Et donc, en fonction de ce qui est recommandé, il y a vraiment un impact global. Donc, par exemple, si on veut réduire la consommation de viande, il y a quelque chose d'extrêmement important, puisque l'un des gros enjeux pour la réduction de la consommation de viande, ça se passe sur finalement l'information à laquelle les gens sont exposés. Donc, en particulier dans le domaine de la santé publique, il y a pas mal de préoccupations à avoir. Donc ça, c'est un article qui date d'avant le Covid, donc qui a été publié en mai 2020, donc qui a été écrit du coup avant le Covid. Et cet article était déjà très alarmiste sur la montée, en particulier des positions anti-vax, puisqu'ils avaient un modèle ils ont étudié ce qui se passait, la dynamique des groupes Facebook en particulier. Et donc, ils voyaient une explosion du mouvement anti-vax. Et ils ont projeté, ils ont fait un modèle qui essaie d'expliquer ça, et puis ils ont projeté ce modèle, et ce qu'ils prédisent, c'est que dans une décennie, les positions anti-vaccinales pourraient devenir prédominantes. Et donc ça, c'est extrêmement préoccupant, c'est des risques, voilà, je pense que c'est un confinement potentiellement très, très allongé avec toutes les conséquences socio-économiques qu'on peut imaginer. C'est vraiment des risques catastrophiques énormes pour nos sociétés. Et ce qui est intéressant de noter avec ça, c'est que donc ça vient des recommandations en particulier de Facebook. Facebook recommande beaucoup aux gens de s'ajouter à différents groupes. Mais plus globalement, il y a de quoi être inquiet, parce que peut-être, voilà, je pense que la littérature est assez partagée sur à quel point les algorithmes sont responsables de ça. Et en particulier, on observe aussi des dynamiques très inquiétantes sur des réseaux sociaux où il n'y a pas d'algorithme de recommandation. C'est compliqué d'appeler, enfin, on pourrait ne pas appeler aussi ça des réseaux sociaux, comme par exemple WhatsApp, où il y a eu des campagnes de désinformation énormes qui sont passées sur WhatsApp. Il y a quelques papiers sur ça. Bon, malheureusement, c'est aussi très difficile de savoir ce qui se passe sur WhatsApp, et ça va être encore plus difficile de savoir ce qui se passe sur Signal, parce que beaucoup de choses sont chiffrées, et du coup, la diffusion de la mésinformation peut complètement nous échapper. Et la manière dont j'aime penser ça, c'est que d'une certaine manière, ces plateformes sont vraiment des plateformes, c'est un terrain plat, d'une certaine manière. Et c'est comme si on avait laissé un terrain où les gens pouvaient communiquer. Et aujourd'hui, enfin, plus trop aujourd'hui, mais pendant longtemps, ce terrain était très plat. Et ça veut dire que les gens qui vont dominer la conversation, ce sont les gens qui vont être le plus motivés à dominer cette conversation. Or, il faut bien se rendre compte qu'il y a des enjeux économiques et politiques énormes à dominer la conversation. Donc, il y a par exemple, si on prend l'industrie du tabac ou tout ce qui est aussi lié au changement climatique, il y a des intérêts énormes des entreprises privées pour promouvoir certains discours plutôt que d'autres, même s'ils ne sont pas alignés avec le consensus scientifique. Si on pense au niveau politique, il y a un exemple récent énorme, hein, je pense que vous voyez de quoi je parle, aux États-Unis. Donc clairement, il y a des intérêts énormes, et si ce terrain de jeu, on le laisse comme ça, si on ne le modère pas, il me semble qu'il y a vraiment de quoi être très, très, très préoccupé pour le futur de l'humanité. Donc, il y a plusieurs documentaires qui parlent de ça. Je ne vais pas trop disserter, j'ai envie de passer assez vite sur les problèmes pour qu'on parle un peu plus des solutions. Mais bon, je recommande quand même, je vous invite quand même à voir ces documentaires, The Great Hack et The Social Dilemma, avec un angle critique aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à critiquer dans ces deux documentaires. Mais au moins, ces deux documentaires ont le mérite, ou l'intérêt en tout cas, de parler de ces enjeux, de l'importance qu'ont pris aujourd'hui les différents réseaux sociaux. Donc moi-même, j'ai écrit des choses à ce sujet. Donc l'article de gauche a été publié il y a un mois. Donc ça parle de l'importance des algorithmes de recommandation pour la communication scientifique, qui aujourd'hui elle est encore limitée par la qualité et la quantité de vulgarisation qui est faite. Mais en tout cas, je présente des arguments dans cet article pour dire que ce n'est plus le bottleneck, le goulot d'étranglement. Une nouvelle vidéo, même de Dr Nuzman, bon voilà, ça va faire ses vues, mais si au lieu de ça, on changeait l'algorithme de YouTube, ces vidéos qui existent déjà, les milliers, centaines de milliers de vidéos de qualité qui existent déjà,
pourrait faire 10 fois, 100 fois plus de vues et atteindre potentiellement des centaines de millions de personnes, voire des milliards d'utilisateurs. L'article de droite, je viens d'avoir la nouvelle il y a 1 heure ou 2 qu'il a été accepté, enfin. enfin, ça allait très vite, mais voilà, il a été accepté à publication. Félicitations. Merci. Donc dans la revue Médecine et Philosophie, et c'est un article qui parle de l'importance des algorithmes de recommandation pour la santé publique en tant qu'opportunité. Je pense qu'on a beaucoup pris l'habitude de présenter les réseaux sociaux, et en particulier les algorithmes de recommandation, comme une faille ou un problème. Et en effet, aujourd'hui, ça pose beaucoup de problèmes, et on en parle pas mal dans l'article. Mais je pense que c'est important d'y voir aussi, en fait, une opportunité. Beaucoup de la santé publique passe par l'information, et les gouvernements, Santé publique France, investit énormément dans des campagnes d'information. Donc, peut-être que vous vous souvenez du slogan les antibiotiques, c'est pas automatique, ou peut-être vous vous souvenez de manger 5 fruits et légumes. Ben, ça, c'est des résultats d'énormes investissements pour recommander certaines informations, souvent à la télé à l'époque, à potentiellement des millions de personnes. Et bien, de la même façon que ces contenus ont été utilisés à la télé, dans ces articles, on défend le fait qu'ils doivent être utilisés également sur les réseaux sociaux. Et l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'en plus, on peut personnaliser le contenu, l'information de santé publique à la personne qui regarde ce contenu. Et donc, typiquement, manger 5 fruits et légumes par jour, c'est très important pour certaines personnes, c'est peut-être moins important pour d'autres personnes. Et à l'inverse, les antibiotiques, c'est pas automatique, c'est peut-être important pour certaines personnes et pas pour d'autres. Et en particulier, je pense qu'il y a un problème de santé publique en particulier qui gagnerait énormément à exploiter ces algorithmes de recommandation, et c'est les problèmes de santé mentale qui sont un problème grandissant. Et malheureusement, avec le confinement enfin, le couvre-feu et la situation du Covid en général, je pense qu'il y a de quoi être très, très, très préoccupé au niveau de la santé mentale de beaucoup de la population. Voilà, donc tout ça, c'est un préambule. Donc voilà, il y a beaucoup plus d'arguments que ce que j'ai présenté là. Je suis allé assez vite, mais tout ça, c'est pour dire que YouTube, mais aussi Facebook, Twitter et tout ça, ont aujourd'hui certainement le devoir de bien agir. Bon, ça, il y a cette phrase de Spider-Man, de l'oncle de Spider-Man, pardon, qui disait que de grandes responsabilités de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et clairement, YouTube a un énorme pouvoir. Il peut envoyer n'importe quel message à n'importe qui, en tout cas à 2 milliards d'utilisateurs, en recommandant juste la bonne vidéo. Donc c'est un énorme pouvoir, et c'est important de bien agir avec ce pouvoir. Mais il y a une énorme difficulté qui est liée à ça, c'est que YouTube doit bien agir, mais pour bien agir, il faut savoir qu'est-ce qui est le bien. Et beaucoup de gens, enfin, moi compris en tout cas, sont très très mal à l'aise à l'idée que YouTube va décider ce qu'est le bien. Il semble que c'est très très dangereux, parce que YouTube serait du coup ce qu'on appelle un single point of failure, c'est-à-dire que si demain le PDG de YouTube devenait raciste, on aurait un problème. Ça pourrait être très dangereux. Donc bon, peut-être que aujourd'hui, la PDG, on peut lui faire peut-être confiance, mais est-ce qu'on pourra faire confiance au PDG dans 5 ans, ou aux services légaux de YouTube? YouTube, c'est une grosse machinerie, c'est Google. Google, c'est une grosse machinerie, c'est très compliqué. Donc il y a ce problème, mais il y a également ce problème pour YouTube même, parce que si YouTube commençait à décider ce qui est le bien, on l'a vu avec Twitter, qui a décidé, en tout cas, ce qui était trop mal, en tout cas pour être sur Twitter. Et ça fait clairement un backlash énorme qui est problématique pour Twitter aussi. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à détester Twitter à cause de ça. Et donc, c'est pas bien pour Twitter aussi que Twitter décide ce qui est le bien et ce qui est le mal. Donc, d'une certaine manière, il y a un intérêt commun à trouver une solution pour permettre de décider ce qui est le bien sans passer par YouTube. Et même YouTube, même Twitter ont sans doute intérêt à utiliser une solution qui ne dépendrait pas d'eux pour décider ce qui est le bien.
Donc, avant d'en venir à Tournesol, qui est un peu la réponse à à la solution proposée à ce problème, je vais parler un peu des risques existentiels. Donc ça, c'est une partie de la présentation que je donne généralement pas du tout en public, mais bon, là, entre gens d'altruisme efficace, vu que c'est un sujet très important dans l'altruisme efficace et déjà reconnu comme important, je vais en profiter pour dire quelques mots. Donc il y a plusieurs livres qui parlent de ces risques essentiels liés à de l'intelligence artificielle très sophistiquée, capable de planification, avec une stratégie de niveau très largement surhumain. Et voilà, bon, je vous la fais courte. En gros, ce que ces livres disent, c'est que si on donne un objectif à ces algorithmes, parce que les algorithmes, aujourd'hui, on leur donne des objectifs et ils cherchent à les atteindre, si on donne un objectif à ces algorithmes qui n'est pas tout à fait ce qu'on voudrait qu'elles maximisent, et ben on court la catastrophe, en gros. Et je pense que c'est un argument très convaincant. Enfin, il faudra rentrer bien dans les argumentaires pour comprendre à quel point c'est convaincant. Mais du coup, ce problème se pose pour YouTube. YouTube maximise un objectif et si la capacité de planification de l'algorithme de YouTube pour atteindre cet objectif est une capacité de planification extrêmement sophistiquée, sachant que YouTube peut envoyer n'importe quel message à des milliards d'utilisateurs en même temps, YouTube a déjà des moyens énormes d'influence. Il y a de quoi être extrêmement préoccupé pour toute l'humanité. En tout cas, c'est un sujet que j'ai déjà défendu publiquement, donc clairement, je suis préoccupé par ça. Et peut-être un point de divergence, je ne sais pas si c'est un point de divergence, mais un point, la manière dont je communique qui est peut-être différemment de beaucoup de gens, c'est que j'insiste aussi beaucoup sur ces risques potentiellement à court terme. Donc, bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a de quoi être assez préoccupé. Et en plus, les données récentes sont de plus en plus, vont dans le sens de risques potentiels d'algorithmes extrêmement sophistiqués et puissants dans le court terme, notamment avec Google qui a un article accepté à la plus grande conférence de machine learning aujourd'hui, enfin il y a quelques jours, sur le plus grand modèle de traitement du langage, qui est beaucoup plus grand que les précédents et qui a des performances supérieures à tous les algorithmes précédents. Une chose liée à ça sur laquelle j'aimerais insister, c'est je pense il y a une façon de parler aujourd'hui, enfin peut-être un peu moins aujourd'hui, mais qui a longtemps marqué la manière de parler des IA en général, mais en particulier de la sécurité en IA, qui est une distinction entre le court terme ou le long terme, ou une distinction entre les IA faibles et les IA fortes, ou une distinction entre les IA générales et les IA spécialisées. Donc il y a cet article qui est de l'avis que cette distinction n'est pas productive, voire est contre-productive, et je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue. Je pense qu'il est important de ne plus avoir ce genre de langage, parce que entre IA forte et IA faible, en fait, c'est beaucoup plus un continuum. Les algorithmes sont de plus en plus sophistiqués, ils sont capables de traiter des données de plus en plus diverses, de manière de plus en plus conforme à ce qu'on voudrait qu'elles fassent, ou de plus en plus conforme à leur objectif. Donc ça, c'est la distinction IA forte, IA faible, où c'est beaucoup plus un continuum, et je pense qu'on se dirige de plus en plus vers des IA de plus en plus puissantes, et de façon préoccupante. Enfin, je trouve que c'est assez préoccupant à quel point le progrès en IA va vite. Ensuite, la distinction entre IA générale et IA spécialisée, je pense que c'est aussi une distinction qui est pas très pertinente. Je pense que quand on regarde la littérature sur l'IA générale, en fait, on se rend compte que ça parle surtout d'un cadre qui s'appelle l'apprentissage par renforcement. En gros, on a un algorithme qui reçoit des signaux et qui émet des signaux, et qui reçoit aussi des récompenses qu'elle cherche à maximiser. Ça, c'est déjà le cadre de l'algorithme de YouTube. L'IA de YouTube répond largement à un cadre d'IA générale. Et en plus, l'algorithme de YouTube fait énormément de choses. C'est un système déjà extrêmement complexe. Donc, ouais, je pense que la distinction est peut-être très trompeuse de penser que l'IA ne fait que de la recommandation. Alors oui, elle recommande des vidéos, mais c'est comme dire un humain ne peut faire que parler. Enfin, on peut faire beaucoup de choses de très mal en parlant, surtout si on envoie des messages aux quatre coins du monde. Voilà. Donc, alors, la raison surtout, la raison principale pour laquelle je pense que ces distinctions sont pas si sont un peu
enfin, je pense même qu'elles sont dommageables parce que enfin, c'est très polarisant en fait ces sujets dans la communauté. La raison pour laquelle je pense que c'est vraiment dommageable, c'est que finalement enfin, la solution robuste à tous ces problèmes, c'est la même, même pour les problèmes court terme, même pour la fairness. Je pense que c'est vraiment des problèmes d'alignement. Et donc l'alignement, c'est quoi? C'est cette idée que la solution pour garantir la sécurité et l'éthique des algorithmes, c'est de faire en sorte que l'objectif que ces algorithmes maximisent soit aligné avec les préférences humaines, soit vraiment ce qu'on voudrait qu'elle maximise. Et peut-être même, plutôt que ce qu'on voudrait sur le moment, parce que si on y réfléchit, finalement l'algorithme de YouTube, il maximise pas mal nos préférences. Et le problème, c'est que nos préférences du moment, parfois je suis assez addict sur YouTube, c'est pas vraiment ce que je voudrais vouloir si je prenais du recul et que je prenais le temps de réfléchir à tout ça. Et donc, bref, je pense que le problème de l'alignement devrait gagner beaucoup plus d'importance et on devrait plus parler plus généralement du problème de l'alignement. Ça, c'est un peu mon avis, mais je pense qu'il n'est pas très controversé. Donc, ce qui est intéressant, si on réfléchit un peu à l'alignement, du coup, comment est-ce qu'on fait en sorte que l'algorithme maximise ce qu'on voudrait qu'il maximise, c'est qu'il faut formaliser ce qu'on voudrait vraiment qu'elle maximise. La grande catastrophe, c'est vraiment la grande tragédie finalement de l'éthique de l'information, c'est que l'éthique, la morale, c'est compliqué. Ça serait tellement plus simple si c'était pas compliqué. Malheureusement, c'est compliqué dans le sens où ça fait des millénaires que il y a énormément de livres qui sont écrits et il n'y a pas de consensus. Et puis même, il y a des trucs toujours un peu bizarres dans différentes philosophies morales. Et en plus de ça, même s'il y a une philosophie, par exemple, si je prends un livre de Peter Singer, c'est cool ce qu'il dit, mais c'est pas clair comment est-ce qu'on transforme tout ce qui est dit en un algorithme qui maximise enfin, en une fonction objective pour un algorithme. Typiquement, le bonheur, en fait, c'est très, très, très difficile à formaliser. Non seulement parce que il y a des bizarreries au niveau psychologique, mais aussi parce que décrire à une machine ce qu'on entend par bonheur, c'est extrêmement difficile. En fait, même des trucs plus simples que le bonheur, comme un chat, dire à une machine ce qu'est un chat, c'est un problème si difficile qu'aucun informaticien dans l'histoire de la recherche en informatique n'a réussi. La manière dont on a réussi à avoir des algorithmes qui sont capables aujourd'hui de reconnaître des chats, et de comprendre en gros où est-ce qu'un chat dans une image, on va dire, c'est en abandonnant finalement l'effort de dire à la machine ce qu'est un chat, et plutôt que de dire à la machine ce qu'est un chat, on lui a montré des exemples, et la machine a appris d'elle-même ce qu'est un chat. Et ça, c'est quelque chose qu'avait compris Alan Turing dans son article de 1950, bien avant qu'on parle d'intelligence artificielle. Donc le machine learning est antérieur à l'intelligence artificielle, fun fact. Donc en 1950, Turing a écrit cet article où il dit beaucoup de choses très intéressantes. Et dans la section 7, la dernière section, il explique que résoudre le problème de l'intelligence artificielle, concevoir des algorithmes qui sont capables de raisonner au moins aussi bien que l'humain sur la langue, par exemple, se comporter comme un humain dans la manière de parler, c'est quelque chose qui n'est pas résoluble par l'humain. C'est-à-dire qu'un humain seul ne peut pas écrire cela. Et la raison pour laquelle il dit ça, c'est que écrire le code de cet algorithme, le code de cet algorithme est nécessairement trop long. Donc là, dans cet article, il parle de milliards de lignes de code. Probablement, possiblement aujourd'hui, on dirait peut-être que c'est même plus que ça, peut-être que c'est des milliers de milliards de lignes de code. Donc pour vous donner un ordre d'idée, un mégaoctet, c'est un livre. Un livre, c'est un mégaoctet. Donc s'il fallait décrire, par exemple, avoir un algorithme qui soit capable de parler comme un humain, il faudra du coup écrire 1 million de livres et il faut bien les écrire. Il faut être très sophistiqué dans la manière dont on les écrit. Et donc ça, c'est juste une tâche qui prend trop de temps à nous autres humains. De juste écrire 1000 livres, c'est difficile. 1 million de livres, c'est impossible. Et c'est pour ça que Turing conclut des méthodes plus expéditives semblent nécessaires, semblent désirables. Pardon, ouais. C'est quel papier? Turing 1950, Computing Machinery and Intelligence. Okay. Ouais, donc si on combine ce qu'on disait avant sur la morale, donc notamment dans Le Faible Chantier, donc le livre que j'ai écrit avec Mehdi El-Mamdi,
on fait la conjecture que toute philosophie morale calculable ne peut pas tenir en un livre de 500 pages. Ils sont même dans 1000 livres de 500 pages. Et par calculable, j'entends vraiment qui prend des données et qui calcule vraiment ce qui devrait être fait. Et le corollaire de ça, c'est que du coup, le même problème que celui de Turing s'applique, et du coup, on ne peut pas écrire la morale. On ne peut pas peut pas écrire la morale juste parce que c'est trop long à écrire. Et du coup, la seule façon de résoudre la morale, ça serait de faire du machine learning, tout comme la seule façon qu'on a trouvé d'expliquer à une machine ce qu'est un chat, c'est de faire du machine learning. Et faire du machine learning, ça veut dire quoi? Ça veut dire fournir beaucoup de données de qualité à une machine qui s'appuierait sur ces données pour ensuite inférer quelle est la morale à suivre. Donc ça nous fait basculer dans le monde du machine learning. Et une propriété importante du machine learning, c'est que dans le machine learning, par conception, les données manipulent l'algorithme. Je pense qu'on a l'habitude de penser que c'est les algorithmes qui manipulent les données. Je pense que lorsqu'on passe dans le machine learning, c'est important de passer au-delà de ça et de se dire, oui, les algorithmes manipulent les données, mais les données manipulent aussi les algorithmes. Et ça, on le voit très bien en particulier dans les algorithmes de traitement du langage, où ce que fait l'algorithme va être le résultat de la manipulation de l'algorithme par les données. Et en particulier, donc, dans la partie de gauche, on voit GPT-3, donc un algorithme de traitement du langage qui a été entraîné avec beaucoup de données à travers Internet, sur Reddit et des endroits où voilà, il y a la qualité du texte et ce qu'elle est. GPT-3 a été manipulé par ces données d'entraînement qui l'ont conduit du coup à constamment associer, dans ce cas, musulmans et violence, terrorisme ou des choses comme cela. Un autre exemple qui est peut-être encore plus frappant, c'est l'exemple des algorithmes conversationnels de Microsoft. Donc, vous avez peut-être entendu parler de Tate-Tweets. Donc, Tate-Tweets, c'est ce bot sur Twitter qui a été créé par Microsoft. Et Tate-Tweets a été conçu pour interagir avec des utilisateurs et pour avoir de l'engagement avec ses utilisateurs, sans doute, hein, je ne connais pas les détails. Et le truc, c'est que du coup, Tate-Tweets a été manipulé par les données qui ont été fournies, parce que ces données ont été, c'est-à-dire les tweets qui ont été envoyés à Tate-Tweets ont été envoyés par des trolls qui voulaient troller Tate-Tweets. Et c'est comme ça qu'en l'espace de quelques heures, en 24 heures, Tate-Tweets est devenu raciste, sexiste, elle voulait le génocide de toutes sortes de communautés, elle est devenue vraiment quelqu'un d'horrible. Donc ça, c'est l'histoire que je connaissais pendant longtemps et je n'en connaissais pas plus que ça. J'ai découvert récemment qu'en fait, Microsoft a lancé en gros la même version que Tate-Tweets, mais sur les réseaux chinois, sur WeChat, ils l'ont appelé Xiaoxi. Et là, par contre, Xiaoxi est devenu est très gentil et très apprécié de beaucoup d'utilisateurs chinois, à tel point que Xiaoxi a maintenant 600 millions d'utilisateurs. 600 millions d'utilisateurs, c'est énorme. Et apparemment, il y en a des centaines de millions qui parlent avec Xiaoxi toutes les semaines. C'est vraiment des chiffres vraiment énormes. Et en tout cas, cet exemple est très intéressant parce qu'il montre que ces algorithmes sont manipulés par leurs données. Xiaoxi a été manipulé par les Chinois qui l'ont rendu aimable, et Tate-Tweets a été manipulé par les trolls de Twitter qui l'ont rendu horrible. Il y aurait plus à dire sur Xiaoxi parce que je pense que c'est... Imaginez pouvoir influencer 100 millions de Chinois ou 600 millions de Chinois, c'est énorme. Je ne sais pas si tu as vu passer le tout dernier exemple d'un chatbot sud-coréen qui est parti sur essentiellement la route de Tate-Tweets, et qui avait aussi à peu près avec à peu près les mêmes prétentions de Tate-Tweets, hein, avoir des conversations naturelles avec les utilisateurs. J'ai mis le lien dans le chat, mais du coup, Tate-Tweets a été référencé en disant c'est pas la première fois que blablabla. Ouais. Et ça a un corollaire important, c'est que un algorithme dont l'objectif dépend de données qu'on ne contrôle pas
est un algorithme complètement manipulable. Et en particulier, c'est un algorithme qui ne peut pas être sécurisé, qui ne peut pas être considéré sécurisé, parce qu'il sera toujours vulnérable à des attaques par injection de données. Donc, si on veut faire des algorithmes sécurisés, des algorithmes éthiques, robustement éthiques, qui resteront éthiques, c'est critique d'avoir une base de données bien sécurisée, bien fiable, bien certifiée. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de bases de données, surtout de très grande taille, parce qu'aujourd'hui, pour entraîner ces algorithmes, il y a besoin de beaucoup de données. Et du coup, aujourd'hui, il n'y a pas ce genre de données, de très grandes bases de données, avec surtout des préférences, si possible, ou voire des volitions humaines, qui soient fiables et sécurisées. Ce dont j'essaie de vous convaincre ici, c'est qu'il n'y aura pas de sécurité des algorithmes tant qu'il n'y aura pas d'énormes bases de données de préférences humaines, ou voire de volitions humaines, qui soient très fiables et très sécurisées. Donc si avec un peu de chance, vous êtes convaincu de ça, vous êtes convaincu de l'importance d'avoir des algorithmes éthiques et sécurisés. Et ça m'amène à la solution qu'on propose à Tournesol. C'est un long préambule pour enfin venir à Tournesol, où on va chercher à créer cette base de données. C'est vraiment l'objectif de Tournesol. On veut une base de données de volition humaine, en tout cas avec des traces de volition humaine, à partir de laquelle on pourra ensuite entraîner des algorithmes, en tout cas en particulier la fonction objective des algorithmes, pour espérer résoudre le problème de l'alignement. Et pour y arriver, en fait, on va se concentrer en particulier sur le problème de la recommandation. En particulier, on peut voir aussi Tournesol comme une plateforme de recommandation de contenu collaboratif. Donc, tournesol.app, c'est disponible en ligne. Donc, je vous invite à y aller après cette présentation ou pendant cette présentation si vous le souhaitez, et à jouer avec. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur Tournesol? Comment est-ce qu'on collecte des données fiables de préférence, si possible, réfléchies des utilisateurs? On leur demande de comparer des vidéos qu'ils ont déjà vues. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas seulement les comparer en disant laquelle est bien, on va leur demander plus d'informations, de juger les vidéos en termes de fiabilité du contenu, d'importance du contenu. Si la vidéo parle d'un sujet important, les risques essentiels ou la vaccination ou l'éthique des algorithmes, c'est peut-être préférable de la recommander plutôt qu'une vidéo qui parle, par exemple, du dernier théorème de Fermat qui est joli, mais bon, je pense que ce n'est pas aussi important. Voilà, on a d'autres critères, à quel point le contenu suscite de l'intérêt, il est engaging. Je pense que c'est quelque chose qui est souvent négligé dans la manière dont on parle, surtout du problème des fake news. Typiquement, la solution de YouTube pendant la crise du Covid-19, c'était de promouvoir les vidéos de l'OMS. Et bon, voilà, c'est pas forcément les vidéos les plus qui donnent envie d'être vues et qui vont attirer l'attention des utilisateurs. Donc, on donne aussi l'importance à la pédagogie, l'human friendliness, donc c'est à quel point la vidéo est accessible à des gens qui ne sont pas du domaine, voire des gens qui sont très éloignés des sciences. À quel point la vidéo contient des contenus divers et inclusifs. Donc voilà, c'est là que l'intersection fairness et alignment est finalement pas si distante, à mon sens. Et je pense que d'ailleurs la diversité, je pense que ça reste très important parce que moi j'ai plein d'angles morts en tout cas, et je pense que si on a que des gens derrière ce projet qui réfléchissent comme moi, on va avoir plein d'angles morts et ça va être un problème, et du coup c'est important d'encourager aussi cela. Et enfin, le dernier point, c'est la résilience à des effets de backfiring, de retour de bâton, de retour de flamme, qui sont connus des psychologues et qui malheureusement sont étudiés et observés. Donc, voilà. Ce qu'on demande aux gens, c'est pas de noter une vidéo par rapport à ces critères, parce que noter des vidéos comme ça, ça va conduire à soit des valeurs extrêmes, soit des... Voilà, c'est pas très stable et c'est pas facile. Et il y a pas mal de littérature qui suggère qu'en fait, le cerveau humain est plus prédisposé à faire des comparaisons. Et c'est plus facile de raisonner en termes de comparaison.
Et donc, c'est ce qu'on propose de faire. Donc, typiquement, la manière d'utiliser Tournesol, c'est pas de générer de vidéos, de les regarder et de les noter. Ce qu'on veut aussi, c'est faciliter autant que possible. On a besoin de beaucoup de données, hein. Je pense que c'est une notion importante, la quantité de données. Et du coup, on veut, enfin, c'est très important que Tournesol soit facile d'utilisation, qu'il soit lui-même engaging, que les gens contribuent et continuent à contribuer pendant des mois, des années. Donc, on a aussi beaucoup cette problématique dans la conception de Tournesol. Donc, bon, on espère que la plateforme sera suffisamment facile à utiliser, mais aussi que tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, plus en plus de gens seront conscients des risques que ça pose et du coup sont prêts à donner de leur temps pour contribuer à Tournesol. J'ai une question. Ouais. Donc là, imaginons je sois un utilisateur de Tournesol, très bien, j'ai 2 vidéos, je les évalue l'une par rapport aux autres et ma préférence. Est-ce que vous avez des mécanismes mis en place pour vérifier ça? Parce que d'une certaine manière, je pense aussi, tu peux avoir des trolls, tu as des trolls partout et tu peux avoir des gens qui ont beaucoup de temps et qui décident de bousiller ta déco. Je vais en parler, c'est une très bonne question. Donc, à partir de ces données, ensuite, on a un modèle de machine learning qui infère des scores aux différentes vidéos. Et du coup, on a un moteur de recherche sur Tournesol où vous pouvez chercher une phrase. Donc là, j'ai mis une phrase qui a l'air intéressante. Et ensuite, vous pouvez choisir à quel point les différents critères sont importants selon vous. Et ensuite, avoir les résultats de la recherche qui correspondent. Voilà. Et donc, vous voyez aussi les scores des différentes vidéos. Il y a le détail des scores par rapport à chacun des critères. Et il y a encore pas mal de travail à faire, mais on veut aussi rendre la plateforme aussi transparente que possible, interprétable que possible. Pareil, pour donner confiance, pour que les utilisateurs aient confiance en nous, ce qui est très important. Un truc que j'ai oublié de dire du coup sur la slide précédente, c'est que l'idée, c'est pas que vous allez regarder des vidéos et ensuite les noter. L'idée, c'est plus que vous avez vu des vidéos et ensuite vous allez les noter, ce qui demandera beaucoup moins de travail et on espère ainsi collecter plus de données plus facilement. Donc j'en viens à la question d'Adam. Comment identifier les contributeurs fiables et éviter les trolls? Donc la solution qu'on a trouvée sur Tournesol, donc c'est un problème très général et pas facile. La solution qu'on a trouvée sur Tournesol, c'est de demander aux gens de certifier des adresses email, donc de créer un compte et avec le compte aussi mettre une adresse email et on va valider les adresses email. Bon, voilà, n'importe qui peut créer un compte, hein, c'est pas d'adresse, enfin une adresse email à gmail.com. Mais si vous avez validé une adresse à gmail.com, vous n'aurez pas de droit de vote. D'une certaine manière, vous pouvez toujours utiliser Tournesol et mettre des jugements, mais vos scores ne vont pas influencer le score global de Tournesol. Pour influencer le score global de Tournesol, il faut que votre adresse email appartienne à un institut de confiance. Alors, par institut de confiance, j'entends pas forcément l'OMS, ça peut être très très large. Les universités, clairement, sont dedans, mais on va accepter aussi des adresses email d'entreprises, pourvu que l'entreprise soit bien connue, c'est pas un truc obscur. Si c'est google.com par exemple, et pas gmail.com, google.com, on va l'accepter parce que le but de ce filtre, c'est surtout d'éviter la création de faux comptes. Et je vais peut-être insister sur l'importance de ça en vous posant une petite question d'après vous. Quel est le nombre de faux comptes que Facebook a retirés de sa plateforme en 2019? Nous avons des réponses dans le chat. Nous avons alors 2 milliards, 8 milliards, 1 milliard, Z milliards, 1 million, 100 millions, 2 milliards, 500 millions et 2 milliards. Il y a des gens qui sont bien informés ici, parce que c'est 3 milliards, ouais, donc c'est plusieurs milliards. C'est un chiffre énorme. Ça veut dire que à chaque seconde, Facebook retire 100 comptes de sa plateforme. Donc clairement, on n'a pas les moyens de faire ça. Et c'est un problème compliqué. Il y a plein de faux
Enfin, il y en a plein qui traînent forcément, et il y a plein de faux positifs et des faux négatifs, sans doute. Juste du coup, sur ça, ma question, Ouais, c'est plus une mesure pour l'accountability, c'est-à-dire pour pouvoir dire, OK, je sais que tu as une adresse de machin, que tu bosses chez Bidule et qu'on peut aller te retrouver s'il y a des problèmes, que vraiment, enfin, et ça filtre aussi les faux comptes, mais que vraiment un truc pour juger, est-ce que cette personne a des positions pertinentes, enfin, pertinentes pour... ouais. Alors, c'est pour une autre question. Donc, oui, c'est le premier filtre. Donc, aujourd'hui aussi, il y a donc les contributeurs peuvent aussi renseigner des informations. Donc, on demande à chaque utilisateur, enfin, en tout cas, on lui permet de remplir son profil, où il peut notamment rentrer les diplômes qu'il a eus, ses domaines d'expertise, un lien vers son LinkedIn, un lien vers son Google Scholar ou autre. Donc, le problème de ça, c'est que c'est déclaratif. Donc, quelqu'un peut mentir. On est en train on va permettre un système de cooptation. Donc, vous pouvez voir le profil des autres et dire bah, je valide cette personne, voire vous pouvez recommander certaines compétences, donc un peu comme sur LinkedIn, d'une autre personne. Donc, tout ça pour avoir des informations. Et donc, typiquement, donc ces algorithmes qui devront être développés, qu'on n'a pas développés en tout cas pour l'instant. Mais pour le futur, on peut imaginer essayer d'utiliser ces informations pour ensuite deviner pour essayer d'inférer un droit de vote adéquat pour les différents contributeurs en fonction de la vidéo jugée et du critère jugé. Donc, typiquement, si c'est la fiabilité sur une vidéo de vaccination, ça sera important. Ok. Et du coup, et aussi une autre question liée à ça, comment vous gérez le fait que certaines adresses professionnelles ou universitaires soient conservées pendant... Genre, je viens de faire ma thèse, je viens de quitter mon labo, et par courtoisie, ils gardent mon adresse fonctionnelle pendant 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, je peux m'inscrire à Tournesol avec cette adresse, alors que techniquement, j'ai plus de lien avec le labo, quoi. Donc, est-ce que c'est un problème, ça, ou tu penses pas? C'est une bonne question. Est-ce que c'est un problème? Donc, il y a un risque lié à ça, qui n'est pas tout à fait celui que tu mentionnes, mais un truc qui peut mal se passer, c'est si une université dans un certain pays autoritaire, on valide ces utilisateurs de cette université, puis l'université s'en rend compte, et puis en particulier le gouvernement de ce pays s'en rend compte, et du coup, imaginons que Tournesol soit ultra influent. On peut imaginer que le gouvernement de ce pays crée plein de faux comptes de cette université, ou force l'université à créer plein de faux comptes pour ensuite polluer Tournesol. Alors, une façon de lutter contre ça, on ne l'a pas encore déployé, mais ça se fait très bien, c'est de limiter l'influence d'un domaine, d'un domaine d'email, et du coup dire que ce domaine d'email ne peut pas avoir plus que 1000 voix, que 1000 voix, par exemple. Et si on a plus, on répartit équitablement entre les membres de cette université. Ok, merci. Donc, même avec ce filtre, il y a toujours un risque que certains, qui aura des experts, alors soit des experts escrocs ou qui prennent des positions qui ne sont plus scientifiques, ou même dont les comptes sont hackés. Ça arrive tout le temps aussi sur Internet. Donc, même avec ces filtres, il faut s'attendre à ce que la base de données qu'on obtiendra ne sera pas fiable à 100%. Je pense que c'est vraiment illusoire d'imaginer des grandes bases de données fiables à 100%, et il faut du coup absolument des algorithmes qui ne pourront pas être manipulés si il y a 1% de données horribles en fait injectées de façon malicieuse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la résilience aux Byzantins. Les Byzantins, c'est des méchants en machine learning distribué. Et pour cela, en fait, ça tombe en plein en fait dans la recherche sur laquelle on travaille depuis plusieurs années à l'EPFL. Et en particulier, on a un article assez récent qui adresse vraiment ce problème. On appelle ça Byzantine Collaborative Learning. C'est un problème sur lequel on travaille, et bon, il y a encore beaucoup de recherches à faire, mais on a déjà quand même des premiers résultats qui fonctionnent. Et enfin, une dernière difficulté que j'aimerais mentionner, c'est
comment ne pas pousser les experts à exagérer leurs préférences, par exemple. Voilà, si j'ai une philosophie morale, disons, imaginons utilitariste, et que je vois que la plupart des autres sont pas utilitaristes, je peux vouloir exagérer mes préférences pour essayer de dire que la moyenne de l'ensemble de la population est quand même assez utilitariste. Je prends un peu un exemple tiré par les cheveux, mais c'est vraiment un truc qui arrive souvent sur les réseaux sociaux où les gens vont prendre des positions plus extrêmes dans l'espoir que la décision globale va quand même, d'une certaine manière, ils pensent avoir plus de droits de vote, ils ont l'impression de plus pousser les gens en prenant des positions plus extrêmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment éviter. On veut vraiment une base de données fiable. Et pour avoir une base de données fiable, il faut des algorithmes qui donnent des incentives, des intérêts, des incitations aux contributeurs à ne pas exagérer leurs préférences ou à être aussi honnêtes que possible dans leurs préférences. Et donc ça aussi, c'est un angle de recherche qu'on a commencé depuis quelques mois à l'EPFL. Donc on étudie des généralisations de la médiane. Donc la médiane, ça marche bien en dimension 1. Après, les générations de la médiane, c'est compliqué en dimension supérieure. Mais un peu l'idée, c'est que chaque électeur a une force unitaire. Donc si au lieu d'être, lorsque vous êtes plus loin, vous tirez plus fort, en fait, d'une certaine manière. En fait, plus vous éloignez, en fait, vous avez la même force et du coup, vous n'avez pas intérêt à vous mettre très, très loin. C'est un peu l'intuition. Je pourrais rentrer plus dans les détails si vous voulez, mais bon, ça, c'est des trucs plus techniques. C'est pour montrer aussi qu'il y a des très belles maths derrière tout ça. Voilà, donc Tournesol, voilà, je vous ai présenté un peu le projet. Je vais parler un peu de ce qui manque aujourd'hui au projet pour que ça soit vraiment une réussite. Aujourd'hui, le principal goulot d'étranglement de Tournesol, c'est développer Tournesol. Donc, c'est absolument génial et vraiment remarquable tout le travail qui a été déjà fait par mes collègues, mes collaborateurs, Sergueï et lui en particulier, qui ont fait un travail vraiment fantastique. Et ils ont réussi à rendre Tournesol fonctionnel et c'est déjà vraiment incroyable. Mais Tournesol est encore très limité, il y a encore plein de bugs, il y a plein de fonctionnalités qu'on aimerait déployer, mais on n'a pas le temps de développer, il n'y a personne à temps plein sur le projet. Donc vraiment, il y a une énorme limite aujourd'hui, un énorme goulot d'étranglement en termes de capacité à développer Tournesol. Donc on a quelqu'un qui nous a rejoint, Thomas, qui lui va développer l'application pour Tournesol. Et on espère que ça permettra aussi de rendre Tournesol plus facile d'accès et du coup de permettre d'avoir collecté plus de données via plus de contributeurs. Donc c'est vraiment le goulot d'étranglement. Donc si le truc dont on a besoin urgemment, donc si vous voulez nous aider et que ça vous intéresse de développer la plateforme, bah, c'est une énorme opportunité. Ouais. C'était sur les canaux de diffusion de Tournesol. J'ai peut-être manqué certains passages, mais je ne sais pas si le travail se fait au sein de l'application Tournesol ou dans un plugin qui serait sur le navigateur et qu'on pourrait par exemple utiliser sur YouTube. Alors ça, c'est encore une autre question qui est très, très intéressante. Ouais. Alors je vais toucher quelques mots plus tard. Je vais juste finir un truc j'ai oublié de dire, là le Bien code, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, le code est en Django pour le back-end, React et TensorFlow. Voilà, c'est juste le truc, point technique. Donc aujourd'hui, Tournesol, c'est un site web, donc tournesol.app, mais on a aussi développé une extension qui permet, donc l'idée c'est, quand vous regardez une vidéo YouTube, vous pouvez cliquer sur l'extension qui vous ramène du coup à Tournesol pour pouvoir comparer les vidéos. Mais c'est une remarque qu'on m'a fait pas mal cette semaine, de pouvoir intégrer un truc un peu plus directement sur YouTube. Apparemment, c'est possible, mais je ne sais pas à quel point c'est possible pour faciliter ce genre de jeu. Donc c'est encore un truc à creuser. Pour l'instant, c'est pas très clair. Donc aujourd'hui, j'ai parié avec un ami, je ne sais pas s'il est là, qu'on aurait 100 000 contributeurs à la fin de l'année. Je mettais une probabilité, je crois, de 60%, 70%. Donc aujourd'hui, on est à 17, donc on y est presque, il reste plus que 99 983. Donc l'idée, c'est que pour l'instant, Tournesol n'est pas en bêta test, il y a encore plein de bugs, il y a besoin de rendre la plateforme plus solide avant de la promouvoir at scale, à l'échelle. Mais quand Tournesol sera plus solide, la première étape, ce sera pour moi de faire une vidéo sur ma chaîne. Et je suis assez confiant qu'avec une vidéo sur ma chaîne, il y aura au moins 1000 contributeurs.
Après, pour aller encore plus loin, l'idée, ça serait d'aller voir les très gros youtubeurs, à la fois côté francophone, mais aussi et surtout du côté anglophone. Donc, bon, j'ai déjà quelques contacts avec le dieu de la vulgarisation, avec Phil Brown, donc ça serait cool. En plus, je pense une très bonne vidéo à faire sur la médiane géométrique. Bon, bref. Je suis en train de réfléchir à ça, aussi voir Veritasium. Je pense que c'est un sujet qui leur parle énormément. Enfin, c'est la mésinformation sur Internet et le manque de valorisation des vidéos scientifiques, ça leur parle énormément. Bon, en plus, c'est dans leur intérêt. Donc, j'espère, enfin, ça me paraît assez probable que j'ai leur attention. Il y a déjà Looking Glass Universe qui est très intéressé par le projet. Du coup, je l'ai informé au fur et à mesure. Donc, je pense que c'est assez raisonnable qu'on arrive à atteindre beaucoup de gens. Et enfin, ces gens ont des millions d'abonnés, enfin, font des millions de vues. Quoi. Donc, des millions de vues. Il y en a bien 10% dans les viewers qui ont une adresse certifiée. Et si on répète, donc un autre truc, c'est aussi payer les youtubeurs pour faire du placement de produits, placement de tournesol. Ça, c'est un truc que j'envisage complètement. Si on arrive à faire des levées de fonds, ça aiderait. Voilà, je pense qu'avec la répétition exposée comme ça à grande échelle, si la plateforme est stable et si elle est vraiment prometteuse, je pense il y a moyen. Je pense vraiment qu'il y a moyen et que ça me paraît tout à fait raisonnable d'atteindre 100 000 contributeurs d'ici la fin de l'année. Donc il y a d'autres défis à résoudre. Donc il y a le problème du financement du projet, le problème du statut légal du projet. Donc aujourd'hui, Tournesol, en gros, ça m'appartient, quoi. Et à terme, c'est important. Et je pense que ça serait bien d'avoir une organisation de Tournesol qui est un peu un point de référence, qui peut gérer le code. À terme, le code devra être open source. Et il faudra une équipe pour gérer les contributeurs au code. Il y a plein de décisions à prendre sur le futur du code. Il y a beaucoup d'organisations. Enfin, c'est un projet monstrueux, en fait, Tournesol. Et j'espère vraiment qu'on arrivera à trouver une façon, un statut pour vraiment faire ça bien et vraiment être ensuite respecté et reconnu. Parce que l'objectif à terme, c'est vraiment que YouTube utilise nos scores typiquement. En tout cas, au moins notre base de données et qu'on soit reconnu comme un institut vraiment de confiance et que notre base de données soit considérée sécurisée et soit sécurisée. Et pour cela, il faut plein de statuts derrière, faut que ça soit solide légalement, il faut que ça soit solide financièrement. Donc ça va être un des grands défis pour le futur. Donc là, l'idéal, ça serait d'avoir d'autres gens aussi qui seraient prêts à s'intéresser à toutes ces questions. Je pense qu'en plus, il y a vraiment une opportunité. Donc moi, je suis à Lausanne, en Suisse, et je pense qu'il y a vraiment une opportunité dans la région, parce qu'il y a Genève pas loin, il y a beaucoup d'instituts, d'organisations non gouvernementales à Genève, et il y a un truc qui vient de se lancer, qui est en train de se lancer, qui s'appelle la Trust Valley. Donc il veut le faire la Silicon Valley, mais en mode trust, en mode confiance autour de ça. Donc ça rentrait parfaitement dans le projet. Voilà, il faut juste mieux comprendre toutes les opportunités, savoir quelles sont les bonnes décisions à prendre. Et voilà, c'est aussi un énorme défi. Et enfin, il y a plein d'autres défis plus du niveau technique. Il y a énormément de programmes de recherche à développer qui sont liés à Tournesol, de l'analyse des données qu'on va collecter, au développement d'algorithmes pour pouvoir ensuite calculer des scores pertinents. Tout ce qui est interprétabilité, tout ce qui est privacy aussi qu'il faudra gérer au bout d'un moment. On aimerait aussi, moi j'aimerais bien à terme aussi décentraliser Tournesol autant que possible. Donc, il y a énormément de choses à faire. Mieux gérer les incertitudes sur les préférences, être résilient à la loi de Goodhart, tout ça. Donc c'est un énorme projet et bon, si ça vous intéresse, je pense que c'est vraiment vous êtes plus que bienvenu à essayer de travailler sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Je vais conclure. Donc la conclusion importante, c'est que voilà, Tournesol a pas mal développé. Je pense que c'est vraiment important, mais on a vraiment besoin maintenant de vous, en particulier, de chacun d'entre vous, pour contribuer de différentes manières à la plateforme. Aujourd'hui,
la manière la plus simple de contribuer, c'est en tant que testeur de la plateforme. Donc la plateforme est en bêta test, vous pouvez jouer avec, soulever les bugs, rapporter les bugs, et surtout voir qu'est-ce qui peut être amélioré, surtout si les améliorations simples à faire. S'il y a 3 lignes de code à changer, ça rend le truc beaucoup plus facile d'utilisation, c'est l'idéal. Et on n'est pas les mieux placés pour faire ça parce qu'on est trop dedans, on a plein d'angles morts, on ne se rend pas compte de la difficulté pour un nouvel utilisateur. Donc on a vraiment besoin de vous pour tester la plateforme. Et pour finir aussi, j'aimerais dire 3 choses qui sont les 3 thèmes principaux de notre livre, Le fabuleux chantier. Donc la première thèse de ce fabuleux chantier, de ce livre, qui était aussi la première partie de cet exposé, et j'espère vous en avoir convaincu, c'est que rendre les algorithmes robustement bénéfiques est devenu urgent, enfin, c'est devenu vraiment ultra important. Je pense que c'est la priorité de très loin sur toutes les causes. En tout cas, c'est ce qu'on défend dans le livre, parce que c'est instrumental à tout le reste. La thèse numéro 2, c'est que en fait, c'est ultra difficile. Les bonnes intentions ne suffiront pas. Il faut vraiment bien réfléchir. Il faut vraiment développer des projets solides. Il faut des théorèmes pour prouver la validité de différentes choses. Il faut des systèmes qui sont conçus de façon robuste, qui ne vont pas pouvoir être hackés. Et il faut des statuts juridiques et tout ça. Enfin, c'est vraiment très, très difficile. Mais la conclusion la plus importante, j'espère, c'est que c'est avant tout un fabuleux chantier. C'est vraiment, je pense, le projet de recherche qui est le plus intéressant, le plus fascinant que j'ai jamais étudié. Enfin, je suis vraiment heureux de travailler sur ce projet, ça me procure énormément de plaisir et j'espère que j'ai réussi à partager un peu de ce bonheur de réfléchir à ces questions avec vous ce soir. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention et on peut passer à plus de questions.